Bonjour à tous, je suis Hans Bourgeois, doctorant au sein du laboratoire de biologie appliquée et du centre d'aide à la performance sportive de l'Université libre de Bruxelles. Je vais présenter aujourd'hui mes travaux qui contribuent à l'amélioration de la compréhension de la potentialisation ainsi qu'à l'optimisation de la méthode par contraste de charge. Ces travaux ont été dirigés par Stéphane Baudry et Jacques Duchâteau et soutenus financièrement par l'ADEPS. Je vous remercie d'être présents et vous souhaite une bonne présentation. La performance explosive, c'est la capacité à produire la plus grande force possible en un minimum de temps. C'est ce qui vous permet de sauter haut, de démarrer un sprint rapidement ou de lancer loin. Cette capacité est déterminante dans de nombreuses disciplines sportives et les différences infimes peuvent être décisives entre la victoire et la défaite. L'exemple de l'heptathlonienne Nafissa Toutiam au JO 2024 illustre parfaitement ce phénomène. Troisième médaille d'or olympique a été conquise grâce à des écarts minimes mais cruciaux face à ses concurrents directs. En regardant le graphique de performance à droite, on voit que l'écart était inférieur à 4% sur des épreuves comme le saut en hauteur, le lancer de javelot et le lancer de poids. C'est pour gagner ces quelques pourcentages décisifs que diverses méthodes d'optimisation de la performance explosive ont émergé. Cette thèse se concentre sur deux d'entre elles, la potentialisation et la méthode par contraste de charge. Pour comprendre l'intérêt de la méthode par contraste de charge, explorons d'abord le phénomène qui la sous-tend, la potentialisation. Replongeons-nous dans l'expérience qui a permis sa découverte. Visualisez un muscle disséqué, par exemple un des muscles de votre mollet, qui a été immergé dans une solution conductrice. À l'aide d'électrodes, nous lui envoyons une seule et unique impulsion électrique. Le muscle répond par une contraction brève, que nous appelons une secousse musculaire. Un capteur mesure cette contraction, on obtient un tracé de force, avec un pic, puis une relaxation. Gardez en tête que cette secousse produit environ 20% de la force maximale que le muscle est capable de générer. C'est notre valeur de référence. Maintenant, nous allons faire travailler notre muscle de manière très intense pour induire l'effet de potentialisation. Nous appliquons plusieurs stimulations électriques rapprochées pour qu'il se contracte fortement. Sur le graphique, vous voyez la force atteindre son maximum et se maintenir. Cette contraction intense est ce que nous appelons la contraction de conditionnement. Quelques secondes plus tard, nous appliquons de nouveau une impulsion électrique unique, exactement comme au début. La stimulation est identique, on s'attend donc à observer une même réponse musculaire que pour la secousse initiale. Et pourtant, ce que l'on observe est fascinant. Le muscle produit plus de force et de manière plus rapide. On dit que le muscle est devenu plus explosif. Si l'on regarde la valeur de la force au moment du pic, on peut observer qu'elle a doublé par rapport à sa valeur initiale, passant de 20 à 40%. En résumé, la potentialisation est le phénomène par lequel une contraction intense, appelée contraction de conditionnement, améliore la force et l'explosivité d'un muscle. Après avoir découvert ce phénomène, les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pouvait être un outil précieux pour augmenter la performance sportive. Ils ont alors cherché à l'étudier plus en détail pour en optimiser l'utilisation. Leurs recherches ont mis en lumière 4 facteurs clés. Premièrement, cet effet est transitoire. Lorsque les chercheurs ont mesuré le pic de force de la secousse à différents délais après la contraction de conditionnement, ils ont observé que le gain était maximal immédiatement après, puis diminué progressivement pour disparaître en déant les 5 à 10 minutes. Deuxièmement, pour maximiser la potentialisation, l'intensité et la durée de la contraction de conditionnement sont déterminantes. Une intensité élevée, supérieure à 80% de la force maximale et maintenue pendant environ 6 secondes, ont été identifiées comme optimales pour induire la plus grande potentialisation. Je vous invite à retenir ces 2 paramètres car ce sont ceux que nous avons utilisés dans nos études. Troisièmement, le mécanisme est bien connu. Dans chaque fibre musculaire, la contraction résulte de l'interaction de 2 protéines, l'actine et la myosine. Sans rentrer dans les détails, la contraction de conditionnement provoque une réaction en chaîne qui améliore la vitesse d'interaction des protéines responsables de la contraction, ce qui rend la fibre capable de se contracter et de produire sa force plus rapidement. Mais une question reste sans réponse. Comment l'amélioration de la production de force des fibres
individuelle se traduit-elle en une amélioration de la potentialisation de force du muscle entier? Le muscle n'est pas qu'un simple tas de fibres, c'est une structure organisée où les fibres sont regroupées en paquets, les fascicules, et peuvent être agencées selon des angles par rapport aux enveloppes du muscle, les aponevroses. Cette architecture influence directement la production et la transmission de la force. Pourtant, aucune étude n'a encore regardé comment la potentialisation impacte cette architecture. C'est précisément cette question qui constitue l'objet de notre première étude. Enfin, les chercheurs ont découvert que la potentialisation est soumise à un effet de plateau. Pour comprendre ce mécanisme, reprenons notre expérience initiale avec une petite modification. Rappelez-vous, pour une contraction peu intense, comme notre secousse initiale, l'effet de potentialisation est très important. La force et l'explosivité peuvent doubler. C'est impressionnant, mais que se passe-t-il si nous voulons potentialiser une contraction encore plus intense? Faisons l'expérience. Cette fois, remplaçons notre impulsion unique par un triplet. 3 impulsions très rapprochées. Le muscle travaille maintenant plus intensément et produit 60% de sa force maximale, soit 3 fois plus que notre secousse initiale. Nous appliquons ensuite la même contraction de conditionnement que précédemment, puis nous testons à nouveau notre triplet. Surprise, nous observons encore une amélioration, mais elle est bien plus modeste. Le gain de force est de l'ordre de 8%, alors que, rappelez-vous, elle avait doublé pour la secousse. Voilà l'effet de plateau. Plus la contraction que vous voulez potentialiser est intense, moins le gain de force et d'explosivité sont importants. En d'autres termes, la potentialisation est maximale pour les faibles intensités et diminue progressivement pour des contractions d'intensité plus élevée. De ces observations en laboratoire, les entraîneurs ont rapidement émis une hypothèse. Si une contraction de conditionnement rend le muscle plus performant pendant quelques minutes, pourquoi ne pas utiliser ce principe juste avant une compétition ou une séance d'entraînement pour améliorer transitoirement la performance? C'est ce qui a donné naissance à une approche d'entraînement citée précédemment, appelée la méthode par contraste de charge. Cette méthode consiste à alterner des exercices de force, comme des squats très lourds, avec des exercices explosifs, engageant les mêmes groupes musculaires, comme par exemple des sauts. L'idée est d'utiliser l'effet de potentialisation pour permettre à l'athlète d'être plus performant sur l'exercice explosif, illustré ici par l'augmentation immédiate de la hauteur de saut. On suppose que si ce type d'entraînement bénéficiant de l'effet de potentialisation est répété pendant plusieurs semaines, il pourrait maximiser l'amélioration de l'explosivité à long terme. Cependant, les fondements de cette méthode, bien que séduisants, reposent sur une hypothèse théorique, évaluée en laboratoire au niveau du muscle. Mais une performance sportive, comme un saut, n'est pas l'œuvre d'un seul muscle ou groupe musculaire. Elle nécessite la coordination d'un grand nombre de muscles sous le contrôle du système nerveux. On ne peut donc pas être certain que la potentialisation sera présente sur une performance sportive volontaire. C'est précisément l'objet de notre deuxième étude. Nous avons cherché à vérifier si la potentialisation d'une performance en saut existe après une contraction de conditionnement et à quel instant elle est maximale. Malgré cette incertitude, les entraîneurs, convaincus par les bénéfices de cette méthode d'entraînement, ont commencé à intégrer cette approche dans leurs séances. Pour cela, ils ont développé différentes manières d'organiser l'entraînement par contraste de charge. La première que nous avons déjà évoquée, appelée organisation alternée ou HALT, consiste à alterner un exercice de force avec un exercice explosif et à répéter plusieurs fois cette alternance sur une séance. La deuxième organisation consiste à regrouper toutes les séries d'exercices de force au sein d'un bloc de travail, suivi par l'ensemble des séries d'exercices explosifs dans un second bloc. Vous l'aurez deviné, ce type d'organisation s'appelle l'entraînement par bloc. Ces deux approches poursuivent le même objectif, d'amélioration de la performance explosive. Mais leur efficacité relative demeure inconnue. L'organisation alternée, optimisée pour bénéficier de l'effet de potentialisation, produira-t-elle des meilleurs résultats que l'organisation en bloc sur le long terme? C'est la problématique que nous avons explorée dans notre troisième et dernière étude. Pour récapituler, ma thèse s'est articulée autour de 3 questions de recherche, chacune faisant l'objet d'une étude spécifique. La première étude avait pour objectif d'explorer l'impact de la potentialisation sur l'architecture musculaire.
Dans la seconde étude, nous sommes intéressés à une question fondamentale pour les athlètes et les entraîneurs. Est-ce que le phénomène de potentialisation observé sur un muscle isolé se transfère à une performance complexe comme le saut? Nous avons donc mesuré si une contraction de conditionnement pouvait se traduire par un gain de hauteur de saut mesurable. Et si oui, à quel moment cet effet était maximal? Enfin, la troisième étude, divisée en deux parties, avait pour objectif de comparer l'efficacité des organisations bloc et alterné sur les performances en saut après 8 semaines d'entraînement, ensuite analyser les changements au niveau de la structure des muscles et de leur capacité à produire de la force pour comprendre d'où proviennent les éventuels gains de performance en saut. Pour répondre à nos questions de recherche, 3 dispositifs ont été utilisés. Parmi ceux-ci, le premier dispositif, utilisant une plateforme de force, consiste à analyser la performance explosive à travers 3 types de sauts verticaux. Le drop jump, réalisé après une chute de 40 cm, consiste à rebondir le plus rapidement et le plus haut possible en utilisant principalement les muscles de la cheville. Le signal de force enregistré a permis de quantifier le temps de contact. La hauteur de saut mesurée à partir du temps de vol et l'indice de réactivité calculé comme le ratio entre la hauteur de saut et le temps de contact. Le counter movement jump consiste à réaliser un saut vertical en débutant par une prise d'élan. Le squat jump consiste à sauter verticalement depuis une position statique semi-fléchie. Excusez-moi. Le counter movement jump consiste à réaliser un saut vertical en débutant par une prise d'élan. Et enfin, le squat jump consiste à sauter verticalement depuis une position statique semi-fléchie. Pour induire la potentialisation, nous avons utilisé la contraction de conditionnement suivante. Une contraction isométrique maximale en demi-squat de 6 secondes. La force maximale isométrique était mesurée comme la force moyenne sur une seconde autour du pic de force. Enfin, pour l'étude 3, nous avons également mesuré la charge maximale mobilisable en squat sur une répétition, également appelée 1 RM. Pour évaluer la potentialisation, nous n'avons pas disséqué les muscles de nos athlètes. Nous avons utilisé un dispositif moins invasif que je vais vous présenter. Nos participants étaient en position allongée avec leurs pieds attachés à une pédale. Un capteur de force était relié à cette pédale pour mesurer la force des fléchisseurs plantaires. Les électrodes EMG étaient apposées à la surface de la peau au-dessus des muscles du mollet pour mesurer l'activation musculaire. Une sonde échographique était positionnée sur le gastrocnémien médial pour suivre en temps réel les modifications architecturales. Enfin, le groupe musculaire était stimulé électriquement, non pas directement, mais via le nerf qui le commande, situé derrière le genou. Les stimulations consistaient en une impulsion isolée ainsi qu'un train de 2 et 3 impulsions, respectivement appelées doublées et triplées. Sur l'écran, vous pouvez observer les signaux enregistrés. En bas, vous retrouvez le tracé de force composé des réponses pré-stimulation, la contraction de conditionnement et les réponses post-conditionnement révélant la potentialisation. Sur l'échographe, vous visualisez le comportement architectural dynamique pendant les stimulations. Pour l'évaluation de la potentialisation des extenseurs du genou, nous avons utilisé un autre dispositif. Le participant était assis avec les articulations de la hanche et du genou fixées respectivement à 100 et 95 degrés. La force était mesurée par un transducteur fixé au niveau distal du tibia. Des électrodes EMG étaient apposées à la surface de la peau au-dessus des muscles droit fémoral, vaste latéral et vaste médial. Pour évoquer les réponses musculaires, le nerf fémoral était stimulé et le même protocole de stimulation que pour les fléchisseurs plantaires était appliqué avec des secousses isolées, des doublés et des triplés. Cette diapositive présente les principales variables mesurées pour quantifier les propriétés mécaniques musculaires. Le tracé bleu montre la force produite en réponse à une stimulation électrique. Le tracé rouge nous indique avec quelle rapidité cette force se développe. C'est le marqueur clé de l'explosivité.
Les deux paramètres que nous étudierons sont le pic de force, F pic, et le taux de développement de la force, TDF. L'image échographique du gastrocnémien médial présentée ici nous permet de visualiser et quantifier deux paramètres architecturaux essentiels, la longueur des fascicules et l'angle de pénation. Après cette présentation méthodologique, examinons maintenant les résultats obtenus dans nos 3 études principales. Pour notre première étude, nous avons recruté 10 jeunes adultes actifs. Le protocole consistait à mesurer les propriétés mécaniques des fléchisseurs plantaires et architecturales du gastrocnémien médial en réponse à des stimulations électriques avant et après une contraction de conditionnement, à des intervalles compris entre 5 secondes et 5 minutes. Pour chaque pratiquant, le protocole a également été réalisé sans contraction de conditionnement afin d'avoir une condition de contrôle. Nos résultats confirment une potentialisation significative des propriétés mécaniques des fléchisseurs plantaires suite à la contraction de conditionnement. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution de la force en fonction du temps. Comme vous pouvez le voir, le pic de force de la secousse atteint son maximum immédiatement après la CVMI, puis diminue progressivement pour disparaître en déant les 10 minutes. Le taux de développement de la force suit un profil similaire avec une augmentation encore plus marquée de l'ordre de 60 à 70%. L'ensemble de ces résultats sur l'expression de la potentialisation sont cohérents avec la littérature scientifique. Un autre résultat important à souligner est la diminution progressive de l'amplitude de la potentialisation avec l'intensité de la contraction. L'effet est maximal pour la secousse, réduite pour le doublet et encore plus faible pour le triplet. Cette observation confirme l'effet de plateau que nous avons évoqué en introduction. Notre étude a caractérisé pour la première fois les modifications de l'architecture musculaire associées à la potentialisation. À gauche, nous avons le raccourcissement des fascicules et à droite, leur rotation. Tous deux exprimés en pourcentage des valeurs pré-conditionnement. Les deux paramètres suivent exactement le même profil temporel que la potentialisation des propriétés mécaniques. Une augmentation maximale immédiate, suivie d'un déclin progressif. Par ailleurs, l'amplitude des changements architecturaux diminue progressivement de la secousse au triplet. Ils sont également impactés par l'effet de plateau. La similarité avec les propriétés mécaniques confirme que les modifications architecturales sont étroitement associées à la potentialisation et pourraient donc contribuer aux améliorations de la production de force observée. Ce graphique présente une comparaison directe entre le raccourcissement, ΔFL, et la rotation des fascicules, ΔPA, observée pendant la secousse potentialisée mesurée immédiatement après la contraction de conditionnement. Nos données montrent une amplification plus prononcée de la rotation des fascicules comparativement à leur raccourcissement. Cette différence est statistiquement significative pour la secousse, les doublés et disparaît pour les triplés. En somme, nos observations suggèrent que la potentialisation a un impact sur le comportement architectural en état potentialisé. Nous avons observé une amplification majorée de la rotation des fascicules lors des contractions de faible intensité. Cette rotation accrue agit comme un levier mécanique qui amplifie la vitesse de raccourcissement du muscle entier. Le muscle devient ainsi capable de générer sa force plus rapidement, autrement dit, il gagne en explosivité. Cependant, cet effet est lui aussi soumis à un effet de plateau. L'augmentation de la rotation des fibres et donc le gain d'explosivité est moins important pour des contractions plus intenses. Cette limitation a des conséquences directes sur le transfert de la potentialisation aux performances explosives complexes comme les sauts. Un saut nécessite des contractions très intenses, car les muscles doivent produire beaucoup de force dans un temps très court. Or, nous venons de voir que la potentialisation perd de son efficacité précisément dans ces conditions d'intensité élevée. Par conséquent, il est possible que le bénéfice de la potentialisation pour un saut soit minime, voire inexistant.
C'est précisément la question à laquelle nous avons cherché à répondre dans notre deuxième étude. Cette seconde étude avait pour objectif d'évaluer l'effet de la potentialisation sur la performance en saut et identifier son timing optimal pour optimiser son utilisation pratique par les entraîneurs. Pour cette étude, 16 hommes pratiquant régulièrement des sports impliquant des efforts explosifs ont été recrutés. Nous avons mesuré la performance en squat jump et counter movement jump avant et après une contraction de conditionnement, à des intervalles de 1, 2, 3, 4 et 5 minutes. Petite précision, la contraction de conditionnement était celle qui était optimisée pour l'expression de la potentialisation musculaire. Donc comme on l'a vu à l'introduction, une CVMI, une contraction volontaire maximale isométrique de 6 secondes. Ces graphiques illustrent l'amélioration de la hauteur de saut post-conditionnement pour le counter movement jump à gauche et le squat jump à droite. Nos résultats mettent en évidence une fenêtre temporelle comprise entre 1 et 4 minutes après la contraction de conditionnement. L'amplitude moyenne de l'amélioration de la hauteur de saut est d'environ 3%. L'absence d'amélioration dans la condition contrôle en bleu confirme que les gains observés résultent de la contraction de conditionnement et non d'autres facteurs. Ce graphique illustre un point très important, la variabilité entre les individus. Chaque barre représente la proportion de participants pour lesquels le gain de performance en saut a été le plus important à un moment précis après le conditionnement, présenté spécifiquement pour le counter movement jump et le squat jump en jaune. Comme vous pouvez le constater, sur les deux graphiques, aucun des délais ne concentre plus de 37% des participants. Nous sommes loin de la majorité. Cela indique qu'il n'existe pas de délai universel applicable à chaque athlète. Le temps de récupération idéal pour obtenir une potentialisation maximale en saut est unique à chaque personne. C'est un aspect crucial pour l'application pratique de la potentialisation dans l'entraînement. En somme, pour cette étude, il y a 2 points clés à retenir. Premièrement, nous avons confirmé qu'il est possible d'améliorer la performance en saut après une contraction de conditionnement, avec un gain d'environ 3%. Deuxièmement, si l'on veut maximiser l'efficacité de cette méthode, il faut absolument adapter le temps de récupération à chaque athlète. Ces résultats ouvrent des perspectives concrètes pour l'application de cette méthode en situation réelle. Par exemple, en compétition, un athlète pourrait à la fin de son échauffement et quelques minutes avant son passage réaliser une contraction de conditionnement, en poussant de toutes ses forces contre un objet fixe comme une bordure de piste. Cette activation pourrait lui offrir le gain d'explosivité nécessaire pour améliorer sa poussée au départ et gagner ces précieux centimètres qui feront peut-être toute la différence à l'arrivée. L'autre application pratique de la potentialisation en saut est son utilisation dans le cadre d'un programme d'entraînement sur le long terme, via la méthode par contraste de charge, que nous avons exploré dans notre 3e étude en comparant 2 organisations distinctes de cette méthode. 40 hommes sportifs ont été répartis en 3 groupes, alternés, bloc et un groupe contrôle ne suivant pas d'entraînement. Seule l'organisation des exercices différait entre les groupes d'entraînement. Nos résultats montrent qu'après 8 semaines d'entraînement, indépendamment de l'organisation BLC ou alternée, les participants ont significativement amélioré leur performance en saut vertical. Spécifiquement pour le squat jump, nous avons constaté une augmentation de l'indice de force explosive, associé à un maintien du temps de contact, suggérant une amélioration de la capacité à développer rapidement de la force. Pour le drop jump et le counter movement jump, une amélioration de l'indice de réactivité a également été observée, ce qui témoigne d'une optimisation du cycle étirement-raccourcissement. En d'autres termes, de la capacité à exploiter efficacement l'énergie élastique accumulée dans les tissus musculo-tendineux lors de la phase d'étirement. Lorsque l'on compare les 2 organisations alternées en bleu
alternée en bleu et BLC en vert, nous n'observons pas de différence significative dans l'ampleur des progrès pour 7 des 9 paramètres évalués. Les seules exceptions concernent le temps de contact en squat jump et la hauteur de saut en counter movement jump. Cependant, ces différences isolées ne permettent pas de conclure à une supériorité globale d'une organisation sur l'autre. Concernant les gains en force, on observe une amélioration significative de 7% pour la CVMI et de 12% pour la 1RM, indépendamment de l'organisation bloc ou alternée. Lorsque l'on compare les deux organisations pour la CVMI et la 1RM, on n'observe aucune différence significative. En résumé, un programme d'entraînement bi-hebdomadaire de 8 semaines, utilisant la méthode par contraste de charge, améliore significativement la force maximale et la performance explosive. Ces méthodes représentent donc une approche efficace pour développer simultanément ces deux qualités sur le long terme. Deuxièmement, c'est un point clé pour les entraîneurs, nous avons observé que les deux types d'organisation ont produit globalement des gains équivalents. Cela a un intérêt pratique majeur, les entraînements peuvent adapter librement l'organisation de leurs séances sans compromettre l'efficacité. Ils peuvent choisir l'approche qui convient le mieux aux préférences de leur athlète, ce qui peut réduire la monotonie et augmenter l'engagement. Cependant, l'absence de gains supérieurs pour l'organisation alternée, optimisée pour la potentialisation, pourrait suggérer que l'utilisation répétée de ce phénomène à l'entraînement n'a pas d'effet spécifique à long terme. Attention toutefois à ne pas conclure trop hâtivement. Nous n'avons pas mesuré la potentialisation de la performance en saut pendant les séances d'entraînement, ce qui limite notre interprétation. On peut tout de même émettre plusieurs hypothèses pour expliquer ce résultat. Premièrement, l'effet de potentialisation n'a peut-être pas été présent pendant les séances, car le temps de récupération post-conditionnement n'était pas individualisé, donc non optimal pour tous les athlètes, comme nous l'avons montré dans notre étude précédente. Deuxièmement, il est possible que la potentialisation soit également présente dans le groupe bloc, car certaines études montrent que les sauts eux-mêmes peuvent servir de contraction de conditionnement pour les sauts suivants. Enfin, comme exprimé précédemment, la potentialisation pourrait simplement ne pas induire de gains supérieurs sur le long terme. Dans la continuité de ces observations, nous avons cherché à identifier les adaptations architecturales et mécaniques qui expliquent les améliorations de performance observées après 8 semaines d'entraînement. Pour les fléchisseurs plantaires, l'entraînement par contraste de charge a induit une amélioration de 12% de la force maximale. Cette augmentation de la force était accompagnée d'une augmentation d'environ de 10% de l'activation musculaire. En revanche, aucune modification significative n'a été observée pour les extenseurs du genou. Au niveau des propriétés mécaniques du muscle, nous constatons uniquement une amélioration du taux de développement de la force pour la secousse des fléchisseurs plantaires, sans modification significative pour les doublés et triplés et sans modification significative pour les extenseurs des genoux. Fait intéressant, aucune différence significative n'a été observée entre les organisations d'entraînement alternées et bloc pour l'ensemble de ces adaptations, confirmant l'absence de supériorité d'une organisation sur l'autre en termes d'adaptation mécanique. Au niveau d'adaptation structurelle, la seule modification significative observée a été une augmentation de 5% de la section transversale du droit fémoral. Les autres paramètres, comme la longueur des fascicules ou l'angle de pénation, sont restés inchangés. En résumé, malgré les améliorations notables de la performance observées après 8 semaines d'entraînement, nous n'avons pas identifié d'adaptation musculaire périphérique majeure. Au niveau structurel, l'analyse des paramètres architecturaux, tels que l'angle de pénation ou la section transversale du muscle, ne montre que de très faibles modifications, excluant une hypertrophie musculaire très significative. De plus, au niveau fonctionnel, l'absence de changement dans la production de force des trains de stimulation tend à indiquer que les propriétés mécaniques intrinsèques du muscle sont restées globalement stables. Ces résultats suggèrent que les gains de performance
proviennent majoritairement d'une réorganisation de la commande motrice. En d'autres termes, il s'agit d'une amélioration du pilotage du système musculaire par le système nerveux. Plusieurs hypothèses peuvent être émises sur les mécanismes d'adaptation. Par exemple, on peut supposer une augmentation de la fréquence de décharge des motoneurones, améliorant la vitesse de développement de la force, ou encore une meilleure coordination intermusculaire qui améliore l'orchestration des muscles impliqués dans le mouvement de saut. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer ces hypothèses. En conclusion, nos travaux apportent plusieurs contributions significatives à la compréhension des phénomènes de potentialisation et à l'optimisation de l'entraînement par contraste de charge. Ces résultats offrent non seulement des perspectives théoriques nouvelles, mais également des applications pratiques concrètes pour optimiser l'entraînement et la préparation physique des athlètes. Je tiens à remercier sincèrement mes directeurs de thèse ainsi que l'ensemble des participants qui ont rendu ces travaux possibles. Je vous remercie de votre attention et suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.